Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez désormais, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous sommes en direct et nous sommes le jeudi 18 février. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte hashtag de l'émission, sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec les invités qui ont accepté d'être avec nous. Mohamed Razali, vous êtes secrétaire général du ministère de la Communication. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aziz Bousta, vous êtes directeur de publication de Panora Post. Et Mohamed Azouar, vous êtes directeur de publication du site yabiladi.com. Une semaine tout juste que Moustapha Khalfi, notre ministre de la Communication, a présenté le projet de code de la presse devant les députés de la Chambre des représentants. Une occasion pour lui de vanter la victoire que cette réforme constitue. Sauf que ce projet, approuvé par le Conseil du gouvernement en décembre 2015, est loin de faire l'unanimité par les professionnels du secteur, que cela soit en presse écrite, électronique ou radiophonique. La Fédération marocaine des éditeurs de journaux, le syndicat national de la presse marocaine, des juristes également, sont très critiques vis-à-vis de ce projet de loi. Mais que lui reproche-t-il exactement? Quels sont les points de désaccord? Quelles avancées constitue ce projet de loi par rapport à la loi en vigueur? Un terrain d'entente pourra-t-il être trouvé maintenant que ce projet de loi est au Parlement? Code de la presse, le consensus impossible, point d'interrogation. Ça sera le titre de l'émission de ce soir. Alors messieurs, ce soir, on va essayer de comprendre quelles sont les avancées, quelles sont finalement les principales revendications des professionnels du secteur vis-à-vis de ce code. Alors on a relevé énormément d'articles qui ont changé. On va essayer de prendre les principaux parce que je pense qu'en 60 minutes, on n'aurait pas le temps d'aller dans tous les détails. Ça permettra aussi aux gens qui nous regardent de mieux comprendre notre profession, finalement, qui est la profession de journaliste ou d'animateur. On en parlera en antenne, on va y revenir, peut-être. Alors, Sil Razali, vous êtes secrétaire général du ministère de la Communication. Pourquoi avoir attendu 14 ans après la dernière réforme? C'était en 2002. Qu'est-ce qui a changé pour qu'une nouvelle loi en la matière s'impose? Tout d'abord, permettez-moi de remercier la chaîne, de vous remercier vous-même, de m'avoir accordé cette occasion de débattre avec Sibousta et Azouar autour de ce code de presse, qui a animé toutes les plateformes de discussion, que ça soit... Alors, on va plus essayer de comprendre, hein, on va peut-être débattre. On aurait voulu débattre avec les fédérations et les syndicats, oui. Malheureusement ils ne sont pas sur le plateau, mais ça nous permettra de mieux décrypter la chose. Exactement. C'est un code de presse qui est tout à fait différent des autres lois. C'est un code de presse qui va cadrer, au fait, une des professions qui est les plus difficiles, où ces artisans œuvrent dans des conditions qui sont très, très difficiles aussi. Et par conséquent, nous devons tous travailler pour qu'on puisse cadrer cette profession de façon à leur donner les plus de conditions de travail pour qu'ils puissent répondre aux exigences de cette profession. Pour votre question... Le ministère de la Communication considère ce métier comme difficile. Oui, tout à fait. On a cessé de dire que la profession, c'est une profession qui est très difficile. Les artisans, ils œuvrent à la croisée des champs politiques, économiques et sociaux, ce qui n'est pas tout à fait évident. Et durant leur métier, durant leur quotidien, ils flirtent avec tous les défis, avec toutes les contraintes qui puissent être imaginables et possibles. Revenons à votre question, qui est pourquoi ce nouveau code. Comme nous le savons tous, le Maroc a connu un certain nombre d'événements, déjà commençant par la Constitution de 2011, qui a notamment dans ses articles 25, 27, 28, incité à la libre expression et un certain nombre d'autres dispositions au profit du métier, de la profession de la presse. Et par conséquent, il fallait décliner toutes ces dispositions en termes de code de presse et en termes des autres lois qui sont notamment la loi pour le journaliste professionnel et la loi pour le Conseil national des journalistes. Aziz Boussa, je pose la même question. Aujourd'hui, on a depuis 2002 que la dernière réforme a eu lieu. Aujourd'hui, vous sentez que c'est un réel tournant pour l'exercice de votre métier, finalement? Ben oui, il n'y a qu'à voir le débat qui s'est institué, qui s'est installé, qui s'est instauré, la virulence
et parfois la violence même des échanges, il y a Sirazali sourit parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de passion, mais c'est un secteur qui reste en friche quelque part, parce que comme vous le dites encore aujourd'hui, non, qui était en friche jusqu'à aujourd'hui, et puisque la loi n'est pas passée, donc il est toujours en friche. C'est pour ça qu'il y a tous ces débats. Et bon, pourquoi 14 ans? Pourquoi 14 ans? Parce que si on fait un recul et qu'on voit ce qui s'est passé dans le Maroc, au Maroc depuis 2001-2002, il y a eu le Maroc se cherchait quelque part. Se chercher, qu'est-ce qu'on fait? On va vers une liberté d'expression totale, et puis après il y a une restriction, et puis ça a été très bien de 2001-2005, et puis à partir de 2005 jusqu'à 2010, ça a été un peu plus serré. Et en 2011, il s'est passé quelque chose de très important, au-delà du printemps arabe, c'est la Constitution. La Constitution a posé les règles. Il y a l'article 28 qui est très clair et qui dit que la liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable, tous ont le droit de s'exprimer, etc. Et donc, si vous voulez, ça a un peu facilité la tâche à Mustafa Al-Khelfi, au gouvernement. Et bon, bah, ils s'y sont engagés. Il faut dire aussi que c'est un gouvernement qui, contrairement au gouvernement précédent, est un gouvernement qui est issu des urnes, et donc un gouvernement qui est fort, et donc un gouvernement qui arrive et qui est sûr de lui, et qui fait. Alors peut-être qu'un peu trop sûr de lui, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas très, dans le code de la presse, qui ne sont pas acceptées par les journalistes. Autre point, le travail d'un journaliste, le métier de journaliste est effectivement difficile parce qu'il subit deux contraintes, en amont et en aval. En amont, trouver l'information, c'est pas toujours gagné, la collecter, la recouper, ne pas se tromper, choisir quelle est l'information qui va être traitée, et puis la traiter. Et en aval, rendre cette information d'une manière crédible, tout en restant le plus neutre possible. Et ça, c'est une gymnastique qu'on fait tous les jours, au quotidien, et c'est pas facile du tout. Alors quand on voit le code, forcément, on a beaucoup de choses à dire. Il y a des avancées. On va y arriver justement parce qu'il y a des avancées, il y a aussi des avancées qui sont saluées, mais en même temps, on va aller dans différents points d'articles parce qu'il y a beaucoup de juristes qui se sont penchés sur différents articles de loi, et ce qui pêche, enfin ce qui ressort des analyses, c'est finalement les interprétations qu'on peut donner. Et c'est le cas, c'est le dénominateur commun à toutes les nouvelles lois, que ce soit la presse ou toutes les lois qu'on a pu commenter sur ce plateau, c'est les niveaux d'interprétation qu'on peut avoir, et on sait que ça peut être que le curseur peut très vite changer en fonction de la manière avec laquelle on voit les choses. Mohamed Zouar. Oui, pour revenir sur le contexte, je ne reviens pas effectivement sur la Constitution, le printemps arabe, qui ont été des changements majeurs, une impulsion majeure pour inciter à une réforme du Code de la presse. Il faut pas oublier que les autres ministres s'y sont essayés. Depuis Ash'ari, donc l'adoption du Code de la presse qu'on a actuellement, encore en vigueur aujourd'hui, on a eu Ben Abdallah qui a tenté de réformer le code de la presse avec un texte où il y avait des avancées, mais qui, in extremis, a été finalement retiré et donc n'a pas du tout été présenté pour être voté. Ensuite, il y a eu un autre ministre d'un série, mais qui avait des relations plutôt mauvaises avec la presse, avec les journalistes, et donc il n'a pas eu réellement de volonté de réformer ce code de la presse. Et puis est venu effectivement dans un contexte nouveau, différent, Mustafa Al-Khelfi, le gouvernement Ben Khelane, Mustafa Al-Khelfi notamment, avec des promesses fortes. On se souvient en 2012, il avait réuni plusieurs centaines de créateurs, fondateurs, directeurs de sites d'information en promettant qu'effectivement il allait se pencher sur la situation de la presse électronique notamment et sur une réforme du code de la presse de manière plus générale pour le rendre plus conforme à l'esprit de la nouvelle constitution et des changements majeurs qu'avait connu le Maroc. L'un des paradigmes importants, je pense aussi, qui a poussé à cette réforme, ou ce projet de réforme du Code de la presse, c'est aussi le changement de paradigme, j'allais dire technologique, ou du paysage médiatique et économique. Quand on a... il y avait des vides, hein. On a un raz-de-marée... La presse électronique. Voilà, on a un raz-de-marée on a eu un raz-de-marée avec la presse électronique ces 10 dernières années, à peu près. Sur ces 10 dernières années... Alors justement, juste donner un chiffre, parce que c'est vrai qu'on s'en rend peut-être pas compte. 158 sites d'information électronique, ça c'est le chiffre, hein, fin avril 2015, qui sont inscrits. Oui, qui sont inscrits. Mais qu'ils ont fait un dépôt. C'est déjà considérable. Oui. C'est quand même considérable. 158 sites d'information électronique. Au nombre de titres de presse papier, effectivement, on voit tout de suite qu'il y a un rattrapage déjà très, très rapide.
sur le changement de paradigme technologique, on a eu donc cette arrivée massive de la presse électronique, avec un succès aussi en termes d'audience, pas forcément en termes financiers, mais au moins en tout cas au niveau de l'audience, et aussi un changement profond des usages. Les lecteurs, notamment le lectorat jeune, utilisaient déjà de plus en plus 2007-2008 la presse électronique. Et puis on a vu au fil des années l'usage de plus en plus du téléphone mobile comme étant un élément, et même des réseaux sociaux comme étant des outils d'information. Et aujourd'hui, n'importe quel individu devient lui-même média. Donc ces changements ont même brusqué même la presse électronique qui était un peu en avance. Ces changements ont brusqué la presse électronique dans la construction de son modèle économique et de son environnement, mais évidemment la presse papier a été profondément aussi touchée parce que la situation économique devenait de plus en plus fragile et comment coller finalement, quand on est par exemple la presse quotidienne, comment coller aux besoins, aux usages des lecteurs et notamment du lectorat jeune, c'est vrai que ça devenait de plus en plus difficile. Et donc on a un besoin de réévaluation, de réforme de ce code de la presse pour qu'il colle un peu plus aux usages, aux techniques de ces nouveaux médias et de ces ça a été le déclencheur parce que c'est quand même un point important. Avant, bon, il y a la presse écrite, il y a les médias comme la télévision ou la radio. Aujourd'hui, l'accès finalement au contenu est beaucoup plus, on va dire, passif qu'avant. C'est-à-dire qu'on reçoit des alertes directement, alors qu'avant, il fallait faire la démarche soit d'aller acheter un journal, et on connaît le niveau aussi des tirages et le niveau de lecture de la presse papier. Ça aussi, ça a été un déclencheur, le fait que l'information aujourd'hui, elle est beaucoup plus massive, elle est beaucoup plus accessible qu'avant. Oui, bien sûr, ça a été un déclencheur parce que tout à l'heure, nos collègues, ils ont cité le cas des réseaux sociaux qui ont été multipliés, voire foisonnés partout, une certaine envie d'avoir l'information, d'aller la chercher, peut-être aussi ce que vous avez cité, d'avoir l'information dans son portable mobile, sans avoir à aller la chercher, mais surtout la partie intégration. Après avoir l'information, c'est interagir avec cette information qui est le plus important, qui va vers les réseaux sociaux, etc. etc. Et tout ça nécessite un cadrage, nécessite aussi de donner le droit pour l'accès de l'information fiable, crédible, pour que ces gens-là travaillent dans des conditions tout à fait naturelles. Je citerai aussi d'autres éléments comme le fait d'honorer les engagements du pays par rapport aux instances internationales, les conventions qui ont été ratifiées ou les résolutions qui ont été approuvées par le gouvernement marocain et auxquelles il fallait répondre par l'action. Après cette ratification et après cette résolution approuvée, répondre par des textes et mettre à jour les textes par rapport à ces conventions. Alors, avant qu'on aille dans les modifications, justement, des différents articles qui posent problème, je vais vous poser la question qu'on pose sur toutes les lois encore qui ont été émises jusqu'à présent, quel que soit le domaine d'activité et de compétences. Comment est-ce qu'elle a été formulée? Est-ce que le volet participatif a été suffisamment rempli? Est-ce que tout le monde a participé? Est-ce qu'on a consulté tous les professionnels? Alors c'est vrai qu'encore une fois, je regrette l'absence de la fédération et du syndicat sur le plateau. On les a contactés, hein. Vraiment, je tiens à le préciser. Mais est-ce qu'il y a eu une approche participative pour l'élaboration de cette loi? Ce que je peux confirmer, c'est effectivement oui. Il y a eu une démarche participative qui a pris du temps, énormément de temps. Tout le monde a participé. On a envoyé à toutes les instances qui sont concernées, de loin ou de près. Les professionnels, eux aussi, ils ont été concertés. Nous avons reçu pas mal de notes dans ce sens-là, des propositions, énormément de propositions, que ce soit par rapport à la première version, la deuxième, la troisième version. Toutes les versions, ils ont été... on a eu des remarques par rapport, que ce soit la Fédération des éditeurs ou que ce soit le syndicat des journalistes. Aussi, nous avons ouvert la porte large pour avoir la participation des scientifiques, des universitaires, des instances. Nous avons eu à peu près 52 notes de propositions officielles de la part des concernés. 29 instances ont été invitées à donner leurs recommandations et ils ont aussi donné leurs recommandations. Nous avons aussi mis en place la commission scientifique qui a été présidée par le feu Al-Arbi Msari et qui est sorti par le fameux livre blanc qui a mis en place un certain nombre de recommandations. Et puis après, il y avait un certain nombre de rapports des instances nationales.
Tout ça a fait qu'il y avait énormément de participation, énormément de recommandations dans ce sens-là qui ont été prises en considération lors de l'élaboration de ce code de presse. Avec autant de participation, pourquoi on a une telle levée de bouclier alors? Alors, ce que dit Sir Razali est vrai et un peu moins vrai. Juste et un peu moins juste. Pour la première. Parce qu'il non, il faut reconnaître les choses. Ça a été une approche participative au départ. En 2012, début 2012, quand le ministre actuel, Moustapha Al-Khelfi, est arrivé, son objectif principal, son grand chantier était de quitter son ministère en ayant laissé un code de la presse. Donc ça a été fait d'une manière sérieuse. Et il y a eu une participation de tout le monde, enfin de tous les concernés. Il y a eu la commission scientifique, il y a eu la commission technique, il y a eu le livre blanc. Il faut quand même rappeler pour les gens qui peut-être ne le savent pas, c'est qu'il vient du métier. Oui, il est ancien directeur de publication d'un journal, et donc c'est quelqu'un du métier. Il a fait le travail. Jusque-là, c'est juste. Là où c'est un peu moins juste, c'est qu'on peut dire que ça s'est arrêté plus ou moins à fin 2014. À fin 2014, il y a pratiquement plus rien eu. On parlait avec les professionnels qui disaient que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a enterré ce projet? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il n'est pas fait? Il s'est passé un an pratiquement toute l'année 2015, jusqu'à ce fameux mois de novembre, je pense, à Sir Razali, où les trois projets, c'est-à-dire parce que quand on parle du code de la presse, en fait, ce sont trois textes. C'est le Conseil national de la presse, qui était dans le pipe depuis longtemps, dans les idées, qui est sorti. Il y a eu le statut du journaliste, et puis le code de la presse, la loi sur la presse. Les deux premières sont entrées dans le circuit gouvernemental puis législatif, sans trop de problèmes, en novembre 2014. Et puis là où ça a coincé, c'est au niveau du code de la presse, quand il est sorti. Quand il est sorti, il a été déposé au gouvernement, il me semble, où il devait partir au gouvernement. Et puis là, il y a eu une levée de bouclier, parce que ce que dit l'ensemble de la profession est que les points importants sur lesquels ils s'étaient mis d'accord avec le ministère, ils ne l'ont pas retrouvé en fin de parcours. On retrouvait, alors la grande fierté de Moustapha Al-Khelfi, par exemple, du ministère, vous voyez venir, c'est la suppression des peines privatives de liberté. Oui. Alors justement, c'est le grand. C'est le grand. On va en parler tout de suite. Les professionnels voient que c'est pas vraiment. Alors je dis les professionnels, je dis pas nous, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Voient que ce n'est pas tout à fait le cas, que les peines privatives de liberté, il y a des passerelles qui ont été faites entre le code de la presse et le code pénal, et que il peut y avoir des contraintes par corps, et donc il y a eu une levée de bouclier tellement violente que le texte a été repris, et là, entre novembre 2014 et février, ou plutôt janvier-février 2016, il y a eu à peu près 3 à 4 moutures. Il y a eu beaucoup de moutures qui ont circulé, jusqu'au 23 décembre, précisément la date du Conseil de gouvernement. Et entre le Conseil de gouvernement et la mouture qui est actuellement au Parlement, il y a eu encore des changements. Et c'est parti pour qu'il y en ait encore d'autres. Donc la participation, finalement, a eu lieu au départ, bien, puis un an où il s'est passé pas grand-chose en matière de participation, où le ministère continuait à faire son travail. Et puis il y a eu encore beaucoup de participation, beaucoup d'engagement, d'implication, mais d'une manière un peu énervée, il faut le dire, de novembre jusqu'à décembre, janvier, et c'est encore le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, on en parlera tout à l'heure. Mohamed Zohar. Oui, je rejoins ce que le constat de Aziz. Effectivement, au début, il y a eu une démarche participative. Moi-même, j'ai fait partie, je représentais la FMEJ à l'époque, en 2012, au sein de la commission scientifique, pour un projet de code de la presse électronique, justement, donc intervenir spécifiquement là-dessus. On était une quinzaine de personnes à travailler sur cette partie qui est un élément au sein du code de la presse. Et on avait choisi, et le ministre Moustapha Al-Khelfi avait demandé à ce qu'on ouvre ensuite, à la fin des délibérés, quand on a commencé à élaborer vraiment les articles, etc., à ouvrir finalement cette version brouillon aux différents sites qui souhaiteraient contribuer. Donc déjà en ligne, et puis ensuite une réunion au sein du ministère. Et ce qui m'avait frappé, pour l'anecdote, c'est le côté beaucoup plus autoritariste de la part des fondateurs de sites web, beaucoup plus, j'allais dire, policiers, beaucoup plus réglementaires que les débats qu'on a eus au sein de la commission. C'est-à-dire que dans la démarche participative, si on devait écouter certains professionnels, on se retrouvait à mettre encore plus de conditions.
Et par exemple, pour créer un site web et pour se considérer comme étant un créateur de site d'information, il fallait déjà avoir sa carte de presse, avoir travaillé dans la presse papier, etc. Et donc, les nouveaux entrants ne pouvaient pas être des créateurs, des possesseurs de sites d'information parce qu'ils n'étaient pas du métier. Et donc, eux étaient légitimes. Comme si le journalisme était une sorte de privilège et que sans la carte de presse, finalement, on ne pouvait pas être journaliste. Et moi, ça m'avait beaucoup choqué. Ça m'avait beaucoup choqué, ce côté beaucoup plus autoritaire de la part de mes confrères. Nous, on a voulu, et c'était, je crois, le vœu du ministre, un texte, ou en tout cas déjà sur ces éléments-là, quelque chose qui met au centre d'abord la liberté d'expression, liberté d'entreprendre. Mais c'est vrai, et là je rejoins effectivement Aziz Bousta, c'est qu'ensuite, on a l'impression que le texte est un petit peu perdu dans les limbes et qu'on n'a pas eu finalement ce retour et cette participation, un processus itératif d'échange, etc. Un peu avec les instances comme la Fédération marocaine des éditeurs de journaux et le syndicat des journalistes, mais très peu avec les autres acteurs. Et là, on s'est rendu compte... Vous m'avez juste devancé, parce que c'est vrai, sur la partie presse électronique, parce que c'est vrai que... Est-ce qu'il y avait un vide avant, concrètement, hein? Complètement. Alors, il y avait un vide. Est-ce qu'il y a... Bon, quand il y avait un vide, on peut comprendre qu'on ait besoin de cadrer tout ça. Puis la réaction de certains professionnels, c'est un peu protectionniste, c'est-à-dire qu'en gros, nous, on est bien établis, c'est peut-être une manière de bloquer la route à certains entrants. Là, justement, on va rentrer sur ce point de la presse électronique, qu'est-ce qui est aujourd'hui prévu dans ce code? Ça va nous permettre de rentrer de manière concrète dans les avancées de ce code de la presse. Si vous le permettez, avant d'aborder ce point-là, j'aimerais bien rebondir sur la réponse de Aziz Bousta, parce que tout à l'heure, il a dit que pour une partie, effectivement, il y avait une concertation, par la suite, il n'y avait plus. Comme vous le savez, pour l'élaboration d'un texte, vous avez 3 étapes. La première, c'est l'étape de la conception, où il y a la participation intense, où toutes les professionnels sont là, où tout le monde recommande, tout le monde donne ses propositions. Par la suite, vous entrez dans une deuxième phase de la procédure, qui est la phase administrative. On entre d'ores et déjà dans la procédure législative pure. Et là, de rédaction, vous voulez dire? Non, ça veut dire que c'est pour la comparaison, pour la vérification, le contrôle, la cohésion, tout ça, c'est une profession. Donc, sur cette partie-là, il fallait avoir du temps, parce qu'il y a énormément de textes, il fallait attendre et il fallait faire des concertations avant qu'on passe à la partie conseil du gouvernement. Et c'est tout à fait normal. Là, il y avait eu une version qui a été diffusée sur le site du SGG, il y avait quelques modifications. Les professionnels n'ont pas vu un certain nombre de leurs recommandations, de leurs propositions, et c'est tout à fait normal. Parce que lorsqu'on fait une concertation, on essaie d'avoir le maximum des propositions et des idées. On ne peut pas avoir l'exhaustivité de tout ce qui a été proposé, c'est tout à fait normal. C'est un texte où non seulement les professionnels sont là, mais aussi les acteurs qui sont les journalistes, mais aussi les autres instances. Et il y a le gouvernement aussi. Et il y a les intérêts aussi, et le cadrage et la cohésion avec les textes internationaux. C'est tout à fait normal. Par la suite, il y a eu cet énervement, et puis après cette montée en charge des professionnels par rapport à cette différence. Mais j'insiste, il y a eu une participation, et tout ce qui a été fait, c'est la procédure tout à fait normale. On est dans une phase législative tout à fait pure et simple. Ce qui peut peut-être choquer justement les acteurs de la presse de manière générale, c'est qu'en fait, le résultat du texte, même s'il y a une concertation au départ, etc., et beaucoup de textes de loi d'ailleurs, peut-être même le code pénal, peut-être d'autres textes, c'est qu'on se retrouve avec un texte qui ressemble un petit peu à un millefeuille. Quand on lit le texte, malheureusement, il y a parfois des incohérences, il y a parfois des choses qui montrent que il y a une absence de connaissance du secteur, et notamment par exemple pour la presse électronique où c'est quand même assez technique, et donc on voit très bien qu'il y a des sortes de copier-coller en termes de fonctionnement, de logique. Alors concrètement, papier, etc. Revenons sur la presse électronique. Concrètement, aujourd'hui il y avait un vide, on va la cadrer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui constitue des points finalement de divergence entre les professionnels et ce qui est contenu dans la loi, par exemple, concrètement? Par exemple déjà sur les critères pour le fondateur d'un site web ou le directeur publicateur. Avant, vous, quand vous avez fondé votre site, on vous a rien demandé, vous n'aviez pas... Tout à fait. Non, mais voilà, clairement.
C'était la préhistoire du Non, mais d'accord, non, mais voilà. Non, mais c'est important de le souligner, encore une fois. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de cadre juridique, c'est-à-dire que ma société et une société de location de voitures, c'était la même chose. On était soumis au même cadre juridique et il n'y avait pas, enfin, en tout cas très difficilement, on ne pouvait pas forcément être reconnu comme journaliste, avoir de carte de presse, etc. Aujourd'hui, ça l'est déjà, même avant cette réforme du code de la presse. Aujourd'hui, les sites d'information, vous avez cité tout à l'heure le chiffre de 150 à peu près, c'est des sites qui sont identifiés puisqu'aujourd'hui, il y a une procédure de reconnaissance au niveau du tribunal et donc on peut soumettre un dossier et on est tout de suite reconnu comme étant un site d'information si on arrive à réunir les éléments, les papiers, etc. Donc aujourd'hui, il y a... C'est à l'initiative du ministère de la Communication. Voilà, c'est le ministère de la Communication, effectivement, qui a mis en place cette procédure pour pouvoir donner reconnaissance justement à ces sites d'information. Mais c'est une identification où il y a délivrance d'une autorisation, parce que c'est bien faire la différence. Est-ce qu'à partir du moment où vous venez et vous déposez, c'est juste pour être identifié, c'est déclaratif, il n'y a pas d'autorisation qui est demandée? Non, c'est déclaratif, mais il y a un point important, mais c'est un point peut-être de détail, mais qui a son importance. Dans la dernière mouture, parce qu'il y a eu beaucoup de moutures, dans la dernière mouture, on remarque un point important. C'est que, alors comment ça se passe? On fait un dossier de presse, on va le déposer au parquet du tribunal de la ville dans laquelle on est, comme pour la presse écrite. En général, il y a un récépissé qui est délivré. D'accord? Donc ce récépissé a une durée de vie d'1 mois, et s'il n'y a pas de refus dans le mois, ça vaut approbation. Dans la dernière mouture, on a enlevé la possibilité, on a ôté aux déposants la possibilité d'aller protester, d'aller ester contre le fait que le procureur ne donne pas de récépissé. C'est-à-dire que le procureur peut ne pas vous donner de récépissé, et dans ce cas, sans aucun motif. Et théoriquement, on va déposer plainte contre le parquet parce qu'on n'a pas ce récépissé qui est daté, qui est important, qui est très important. Parce qu'à partir du moment où on a 1 mois. Si au bout d'1 mois, on n'a pas de refus, et en général pas de refus, mais le fait d'avoir enlevé ça montre qu'il y a une certaine appréhension de la part des pouvoirs publics ou du ministère pour cette presse digitale qui arrive et qui monte dans tous les sens avec un tas de gens, avec un tas de profils, avec un tas d'idées, et on a l'impression que, et d'ailleurs je reprends en toute amitié les 2 termes qui ont été cités par C. Razali, qui sont cadrés et contrôlés. Donc il y a un souci, on peut le comprendre de la part de l'autorité publique, on peut le comprendre, mais il y a aussi... J'ai dit cadré, tout à l'heure on a parlé de la liberté. Vous avez aussi cité le terme contrôle, etc. La liberté responsable, on l'a évoqué avant que l'émission commence, juste pour que les gens nous regardent le À la limite, on ne peut pas jeter la pierre au ministère, il est là, il faut qu'il cadre, il faut qu'il contrôle, il faut qu'il... Mais le principe même de la presse digitale n'est pas d'aller dans tous les sens et de faire et d'écrire ce qu'elle veut, parce que bon, il y a quand même une loi derrière, mais c'est d'avoir une liberté. On est au XXe siècle, on est déjà à la 2e décade, à la deuxième moitié du XXIe siècle, et donc bon, il y a une certaine idée de la liberté qui doit s'instaurer, de la liberté d'expression qui doit s'instaurer, qui a été très clairement dite dans la Constitution. Donc là, ce point, c'est finalement un contrôle a priori. Finalement déjà pour les nouveaux entrants. Hein, voilà, donc on a l'impression qu'on a envie alors, dire, par exemple, aussi, autre exemple, que le directeur d'une publication doit être journaliste. Alors il y a la moitié de la profession qui dit OK, l'autre moitié qui dit non. Moi personnellement je dis non. Pourquoi être journaliste? Puisque l'année dernière on a passé une loi sur les cliniques, par exemple, où il n'est pas obligatoire d'être médecin pour posséder une clinique dans le capital du mois. On ne dit pas qu'il va aller opérer. Donc on peut être propriétaire pour gérer, pour opérer aussi. Pour gérer, il peut gérer s'il n'est pas médecin, mais pour opérer, il faut quand même être médecin. Pour la presse, le type qui écrit, la dame qui écrit, bon, sont des journalistes, mais pourquoi instaurer ça? Pourquoi instaurer aussi le fait, excuse-moi, c'est Mohamed, pourquoi instaurer aussi l'obligation de la carte de presse pour un journaliste qui travaille dans un site. Si il n'est pas, il me semble que d'après la loi, qu'on a 3 mois pour obtenir la carte de presse pour un journaliste. C'est ça, c'est Mohamed. On a 3 mois pour ça. Et si le délai est passé et que les 3 mois et que le journaliste ou la journaliste ne dispose pas de sa carte de presse, c'est le directeur de la publication qui est responsable. Et donc, bon, on se retrouve dans un Alors, cadre justement, un peu non, mais ça pose une vraie question. C'est quoi un journaliste? Non, mais il y a une question toute simple. C'est quoi un journaliste? Comme vous l'avez dit, un directeur de publication doit être un journaliste. À partir de quand on est un journaliste et qu'est-ce qui définit un journaliste? On fait une pause et on répond à ça juste après.
oui, on a repris l'antenne là, mais c'est pas grave. Mais ça veut dire que, s'il vous plaît, on a repris, on est à l'antenne, mais c'est pas grave. Mais ça permet aux gens de comprendre que le débat, c'est... On continue le débat pendant la pause, vous l'aurez compris. Hein, et justement, maintenant qu'on rentre dans le détail, dans ce projet de code de la presse, on voit bien... Le débat ici est amical. Ah non, mais absolument, non, mais bien sûr, mais ça nous permet de mieux comprendre. Alors, avant qu'on aille sur tous les points que vous avez évoqués là, pendant la pause, on va le faire, parce qu'on va parler de la publicité, on va parler des peines de prison, on va parler aussi des publications à caractère pornographique, parce qu'il faut bien le dire. Pourquoi on va le dire? Parce que ça peut couler de sens, mais encore une fois, dans la loi, l'interprétation est aussi extrêmement importante. Alors, on va répondre très rapidement à cette question. C'est quoi un journaliste? Siré Zali, au ministère de la Communication. Avant de répondre aux journalistes, j'aimerais bien répondre à deux points qui ont été cités par notre collègue. Le premier, c'est que on a enlevé le droit de recours pour le refus de l'octroi du dépôt pour les sites électroniques. Enfin, refus ou non non justifié, ouais. non remise du récépissé. Il faut voir la mouture qui a été publiée sur le bulletin officiel. Et moi j'ai vérifié, je revérifie. Dans la mouture précédente, c'est-à-dire celle qui a un mois de plus, il y avait cette possibilité. Si le journaliste, si le déposant du dossier ne reçoit pas un récépissé, il a le droit de porter plainte contre le parquet. Tout à l'heure, et là, ça a disparu. Donc c'est pour ça que ça m'a fait bien sûr. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la concertation, effectivement, la concertation est restée ouverte. Et même à valeur d'aujourd'hui, nous recevons toujours des propositions. Et demain, nous serons devant la procédure, lorsqu'on passe devant la commission de l'éducation, de la communication, nous allons faire entrer aussi à intervenir d'autres propositions, d'autres recommandations des instances et peut-être des professionnels. Donc ce qu'on est en train de dire là sur ce plateau, avec notre faible niveau, si on a des recommandations, vous allez les prendre? Non, ça ne change pas, oui bien sûr, ça ne change pas le squelette du texte, oui. Mais toutes les recommandations qui ont eu un consensus, qui ont eu un accord, bien sûr, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, au niveau de la procédure législative, il y aurait des recommandations de la part des députés et conseillers. Alors, c'est quoi un journaliste? Vous allez me répondre? Un journaliste, de par le statut de journaliste, c'est une personne qui a des entrées et des revenus essentiellement par sa profession de journaliste. Ça, c'est la définition qui est porteur d'une carte de presse aussi. Oui, tout à fait. Mais pour donner une carte de presse, on prend en charge cette définition du journaliste. Il y a le journaliste qui traite l'information, qui rédige là, et il y a aussi des autres professions qui vont avec ce métier-là principal. Alors, j'essaie juste de comprendre, parce que c'est peut-être la poule et l'œuf. Si on veut devenir si on veut devenir journaliste en devenant directement directeur de publication, c'est-à-dire qu'il faut être journaliste avant, il faut avoir été journaliste avant, il faut avoir ce statut avant. Mais c'est vrai, ça c'est une organisation interne au support de publication. La question, c'est que vous prenez quelqu'un qui a un commerce de matériel électroménager et qui veut devenir directeur d'une publication. Est-ce qu'il pourra être journaliste ou pas? Je pense que c'est la discrétion du ministère. Je crois qu'il n'y a pas d'écueil là-dedans. C'est pas la discrétion du ministère. Aujourd'hui, il y a une commission. Enfin, du Conseil national de la presse qui est... Aujourd'hui, c'est une commission qui est au sein du ministère où il y a la présence de la fédération de la FMEJ et aussi du syndicat. Demain, ça sera la discrétion, mais au respect des normes et conditions qui vont être mises en place par le Conseil. Pour la partie directeur ou directeur de l'édition, il n'y a pas à faire de comparaison entre les hôpitaux et la partie presse. Il n'y a pas de comparaison là-dessus, parce que quelqu'un qui a de l'argent, un investisseur, peut faire un hôpital. Mais il doit avoir besoin de recruter des médecins, des gens qui font de la gériatrie, etc., etc. De la même façon, on a besoin d'un directeur d'édition qui connaît la pratique, qui connaît la déontologie et qui fait respecter ces normes-là au sein de la publication. On ne peut pas donner ce poste de responsabilité à quelqu'un qui n'a pas suivi de formation, qui ne connaît pas la profession, qui n'a jamais eu d'expérience dans ce domaine-là. C'est tout à fait normal et je pense que c'est l'une des recommandations de la profession. C'est pour respecter la déontologie aussi, repositionner le... Il y a la volonté en fait du ministère. Alors effectivement, ils écoutent une partie de la profession. Je l'ai dit tout à l'heure, certains sont plus royalistes que le roi et veulent mettre des verrous pour garder une sorte de privilège en tant que journaliste. Aujourd'hui,
par exemple, le statut de journaliste, je ne sais pas si c'est présent dans la dernière mouture, mais on parlait d'avoir un certain niveau, Bac+3 pour être journaliste, par exemple, etc. On a l'impression qu'on est en train de légiférer une fonction, un statut, comme si pour écrire, même si bien sûr le métier de journaliste est un métier, il doit s'apprendre soit sur le tas, soit être formé, mais il y a énormément de personnes qui n'ont pas forcément Bac+3 et qui sont tout à fait compétents pour informer les citoyens. C'est comme si demain on légiférait pour être écrivain, eh bien il faut avoir un niveau Bac+3 et donc on n'aurait pas eu de Mohamed Choukri, etc. Et je pense que ça c'est une volonté finalement de restreindre, de contrôler, tu disais le terme tout à l'heure, de contrôler un secteur qui est un petit peu sensible. On disait difficile, mais c'est un secteur sensible dans la mesure où c'est une sorte de courroie de transmission finalement entre le citoyen et l'État, les autorités, le gouvernement, les partis politiques, etc. Donc les médias sont un élément important dans la vie démocratique de la cité. Et donc il y a parfois, souvent, une vision un peu sécuritaire, un peu avec une volonté de contrôler, et malheureusement certains de la profession donnent crédit et même insufflent même cette volonté de contrôler en disant effectivement il n'y a que nous qui avons le droit d'être directeur de publication, d'être fondateur d'un site d'information, il faut être journaliste professionnel et donc ne pas laisser la chance, alors que même peut-être n'ont pas forcément Bac+3 ou n'ont pas été formés dans une école de journalisme, mais ont appris sur le tas. Il y a des blogueurs de 15-16 ans qui ont des talents d'écriture absolument incroyables. À ce moment-là, ces gens-là ne peuvent pas devenir journalistes. Je pense qu'il faut faire la différence entre journaliste professionnel et quelqu'un qui écrit. On peut toujours écrire parce qu'on a le talent, etc. Mais je pense que ce métier-là aussi, il a le droit de faire appel à des règles et à des normes comme les autres professions. Toutes les autres professions, vous ne pouvez pas entrer sans avoir des conditions minimales et basiques. Donc, un promoteur immobilier, n'importe qui peut devenir promoteur immobilier. Effectivement. Non, mais je fais juste la comparaison. Oui, mais il ne peut pas être ingénieur. Oui, mais lui, il ne peut pas être ingénieur béton. On ne peut pas être infirmier, ni médecin, ni idoun, ni notaire sans avoir un certain nombre de conditions minimales. C'est pour rehausser le niveau et aussi pour préserver la profession. C'est une profession. Moi, je pense qu'il faut quand même faire confiance aux directeurs de publication qui sont. Mais il y a un vrai débat conceptuel là-dessus sur le. Il y a un vrai débat conceptuel sur le statut de journaliste finalement. Entre journaliste professionnel avec sa carte professionnelle et celui qui écrit. C'est toute la différence est là. On n'interdit pas aux gens de ne pas d'écrire. Ils ont le droit, sous la responsabilité du directeur de l'édition, sous la responsabilité aussi de l'organisation ou bien du site ou bien de la société de presse. Mais pour avoir la carte de presse, il faut répondre à un certain nombre d'exigences professionnelles, je dis. Maintenant, c'est un débat philosophique. Une petite seconde, une petite précision. Sirazeli a donné la juste définition du journaliste. Le problème est que journaliste dans l'opinion publique, enfin dans le sens commun, est quelqu'un qui apporte l'information, qui donne l'information. Or maintenant, l'information arrive de partout. Ça nous arrive, chez nous, d'avoir un fait divers qui peut avoir son importance, qui a été reproduit sur Facebook ou autre, et qu'on traite à ce moment-là professionnellement d'une manière journalistique. Et donc, qui est journaliste? Est-ce que c'est nous qui avons donné cette information au public? Ou alors c'est la personne qui a assisté à ce fait et qui a rapporté l'information? Donc là, il y a un débat philosophique autour. Et c'est là où il faut faire un peu évoluer la réflexion. Qu'est-ce qu'un journaliste? Le journaliste ne peut pas être celui des années 70, 90 ou même 2000. Peut-être même 2010. Parce qu'entre 2010 et 2015, il y a une flambée des technologies, une poussée absolument extraordinaire des technologies qui font que les choses et les concepts ont changé. Et donc, puisque les réalités et les faits ont changé, il faut que la conceptualisation suive. C'est vrai que ce concept, il est important à appréhender. Parce que c'est vrai que à ce moment, non mais juste essayer de comprendre, c'est-à-dire qu'en gros, la règle du journaliste qui est de vérifier l'information, toute simple, qui est finalement la règle de base pour devenir un vrai journaliste, c'est avoir une information, la vérifier, la triple vérification, la double vérification avec des sources différentes. C'est finalement ça qui fait un journaliste, parce que tout le reste, on voit bien que aujourd'hui, on voit bien même les chaînes d'infos en continu font appel aux témoignages des gens, et on a l'impression qu'on a autant de journalistes que de la population. Bon, on va essayer de sortir de là parce que sinon
si on rentre dans la définition philosophique du journaliste, on en a pour des heures et des heures, mais on voit bien quand même qu'il y a une définition claire, là aussi, à mettre en place. Alors, une des critiques, des principales critiques sur laquelle la FMEJ et le SNPM, donc le syndicat et la fédération, sont d'accord, parce qu'il semble qu'il y ait des désaccords entre les deux, hein, bien sûr, mais c'est la peine de prison dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ces deux représentations ont émis des critiques, sont simples. Ils voulaient la suppression pure et simple des peines de prison dans le cadre de l'exercice du journalisme. Alors, il y a les peines de prison sont là en cas d'atteinte portée à la monarchie, l'intégrité territoriale et l'islam. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est encore une fois dans la définition claire des types d'atteintes qu'il peut y avoir pour la monarchie, l'intégrité territoriale et l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment détaillé les choses? La question m'est posée. Je pense. Premièrement, je commencerai par l'une des nouveautés de ce texte-là, c'est qu'il n'y a plus de peine privative de la liberté au sein du texte du code de presse. Ça, c'est acquis. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été mises au sein du code pénal pour la cohésion des textes. C'est tout à fait normal, et qui ont été allégées par rapport à ce qui était auparavant, avant le code. Et puis aussi, ils ont été allégés, et on a l'intégration aussi du terme « ou » qui ne figurait pas dans un certain nombre de dispositions. Le terme « ou ». Oui. C'est-à-dire que le juge, ou bien les juges, parce que maintenant, une des autres nouveautés aussi, c'est que nous aurons un collège de juges qui traite les cas de presse au lieu d'avoir un seul juge. C'est pour donner beaucoup plus de points de vue lors du jugement. Le terme « ou », ça veut dire qu'il donne la possibilité au juge de choisir entre la peine ou entre l'amende pécuniaire. Et ça, c'est une bonne chose du fait que, dans tous les cas de figure, l'interprétation du texte, le texte est interprété par rapport à l'avantage le plus favorable. Là, vous parlez de la sanction, on parle de la définition de l'infraction. La définition est restée la même. En fait, non, mais il est resté la même, avec des ajouts. On a exclu du code de la presse cet article, ces atteintes, pour les mettre finalement dans le code pénal. C'est-à-dire que Mustafa Rami, le ministre de la Justice, dans le projet de code pénal, l'article 179, je crois, effectivement précise ces points-là, enfin remet ces points-là, mais sans rentrer dans les détails, atteinte à la religion, atteinte à l'intégrité territoriale, atteinte aux constances de la nation, mais à la monarchie et la famille royale. Les peines privatives de liberté dans ce cadre-là, avec le code pénal, donc, un journaliste peut être attaqué via le code pénal aussi, c'est des peines d'amende entre 20 et 200 000 dirhams, me semble-t-il, et des peines de prison de 6 mois à 2 ans de prison. Donc voilà, aujourd'hui, on a encore des peines privatives de liberté, mais qui effectivement ne sont plus dans ce projet de code de la presse électronique. Par contre, il y a aussi un autre élément. Donc, certains acteurs regrettent justement qu'on ait gardé finalement, puisque ils ont été exclus sortis de ce code de la presse, de ce projet de code de la presse, mais sont quand même dans le code pénal. Par contre aussi, un autre élément qui capte l'attention des acteurs dans le domaine des médias, c'est aussi les amendes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, depuis quelques années, même si on ne va pas forcément envoyer directement en prison un journaliste ou un patron de presse, on va par contre mettre des amendes exorbitantes qui ne pourra pas payer. Il y a de fortes chances, notamment par exemple pour la presse électronique, où les moyens sont beaucoup plus limités, mais même pour la presse papier. On a vu des difficultés de certains patrons de presse papier, et au final, s'ils ne payent pas, contrainte par corps, et donc on se retrouve rebelote, c'est casse-prison, comme le Monopoly. Donc finalement, effectivement, factuellement, c'est sorti, mais en même temps, ça reste quand même applicable. Alors, pour les constantes du royaume, effectivement, il y a l'article 70 qui dit l'atteinte aux constantes du royaume, que sont le roi, l'intégrité territoriale et l'islam. D'accord. Pour le roi, on a aussi précisé donc, les princes, princesses, etc. Et on envoie directement aux articles 102 et 104, je suppose, qui, eux, sont particulièrement graves parce qu'ils disposent de suspension, de blocage, de saisie sur requête du parquet ou de l'autorité gouvernementale,
et décision prise en référé dans les 8 heures. Donc là, c'est rapide. C'est-à-dire avant même le jugement. Oh, non, Après, il y a aussi autre chose de plus important, de petits détails, le diable dans le détail, dit-on, n'est-ce pas? Que s'il y a suspension pendant 1 mois ou 2 mois, ça ne libère pas pour autant le directeur de la publication des engagements qu'il a vis-à-vis de ses fournisseurs ou de ses salariés. Donc là, c'est la mise à mort. Maintenant, si on veut revenir, bon, ça c'est la loi. Maintenant, si on veut revenir à la logique et au débat plus ou moins philosophique, si on veut, il y a les réseaux. Et les réseaux, ils sont tenus par aucune loi. Est-ce qu'on voit des atteintes aux constantes et aux fondamentaux? Est-ce qu'il y a des gens qui insultent le roi, ou qui remettent en cause l'intégrité du ou qui remettent en cause l'islam? Non. Ou alors c'est très rare, c'est extrêmement rare. Ça, c'est la part du grand public. Alors, que pourrait-on dire de la part de professionnels? Donc ça, à la limite, c'était du copier-coller, comme disait si Mohamed Zouar, où on a pris l'ancien code et on a repris. Maintenant, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est sur l'histoire des amendes et des contraintes par corps. J'ai eu de longues discussions avec les responsables du ministère et finalement, Pardon? Il n'y a pas de contrainte par corps. Il n'y a pas de contrainte par corps et il y a des contraintes par corps. Il n'y a pas de contrainte par corps parce que il y a des amendes qui peuvent être exorbitantes. En fait, il y a amendes et il y a dédommagements, des dommages-intérêts. Les amendes vont jusqu'à 200, 300 000 dirhams. Il y a le civil et il y a le pénal. Voilà. Après, il y a les dommages-intérêts. Les dommages-intérêts que peut demander la personne plaignante qui se sent. Et là, il y a l'article 90 du code, de la dernière mouture du code, qui dit que, il faut d'abord analyser ça dans le contexte. Deuxièmement, évaluer la bonne ou la mauvaise foi. Et troisièmement, apporter un expert, commettre un expert. Alors un expert, l'expert, il va se tromper, l'expert. Mais un expert, il y a un contre-expert de l'autre côté. Et donc il y a quelque chose, on est en train d'avancer, et à supposer qu'il y ait une amende exorbitante de 1 million de dirhams. Il n'y aurait pas de contrainte par corps. Si on va aux articles 635-36 du Code de procédure pénale, il n'y a pas de contrainte par corps. Ça, c'est nominal. Mais quand on va dans le détail, on voit qu'il faut que la personne qui est condamnée à apporter cette amende prouve qu'elle est dans la capacité de payer. Et l'incapacité de payer est un document qui est donné soit par le wali ou le gouverneur, donc autant dire il y a peu de chance, soit par les impôts en allant dire, avoir un certificat d'indigence, pratiquement un certificat d'indigence, ce qui veut dire que c'est très difficile à prouver dans les faits, et donc on peut revenir à la contrainte par corps, surtout qu'il y a une circulaire du ministère de la justice de Mustafa Ramid qui est assez curieuse d'ailleurs, parce qu'il s'appelle quand même ministre de la justice et des libertés. Il a fait je ne sais pas comment on appelle ça en français, Manchor 90, circulaire ou je ne sais pas quoi, où il demande expressément à ses procureurs, il leur rappelle que les dettes contractuelles ou des amendes peuvent être susceptibles d'envoyer celui qui n'a pas payé en prison. Donc en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout le système... C'est que le système comporte beaucoup de pièges, comporte beaucoup de dits et de non-dits, qu'on a l'impression, pour être honnête, on a l'impression qu'on a envie de faire, mais qu'on n'a pas envie de... On se résout pas à lâcher. Il y a plusieurs mains, c'est-à-dire qu'il y a eu des interventions et que même si au départ c'était plus... alors on va faire réagir le ministère de la Communication par rapport à tout ce qui a été dit. C'est vrai que nous sommes en présence des professionnels de la presse. Ce que je demande, c'est de ne pas avoir à chacun des interprétations. On essaiera toujours d'épouser une interprétation standard. Oui, nous sommes en train de migrer là-dessus parce que c'est vrai. Là, on est ici à notre humble niveau. Exactement. Avec des interprétations qui peuvent être différentes. Vous imaginez aujourd'hui si devant un juge le type d'interprétation qu'il peut y avoir. Je veux juste revenir. Vous savez, le matin à la radio, j'ai affaire à beaucoup de cas sur d'autres types de lois, et il y a autant d'interprétations sur beaucoup pas seulement le code de la presse, mais sur beaucoup d'autres choses. Est-ce que là justement, est-ce que ça ne mérite pas sur un métier qui est hautement intellectuel, où, comme vous l'avez dit, des experts vont devoir se prononcer sur un contexte, sur finalement savoir dans la sémantique avec quel terme est-ce qu'il a été utilisé à tel moment, à bon escient, etc. Est-ce qu'on n'a pas besoin de quelque chose de plus clair? Il faut premièrement prévoir le fait qu'il y a la bonne foi dans tout ce qui a été écrit. Parce que ça a été écrit pour migrer, faire la transition d'une situation donnée à une situation meilleure. Ce n'est pas parce qu'on met des textes dans le code pénal que peut-être qu'il y a une interprétation pour porter atteinte au journalisme, aux professionnels. Non, ce n'est pas ça. Ce que j'ai dit, c'est que, premièrement, les dispositions qui ont été mises au niveau du code pénal, c'est uniquement par un souci de cohésion.
ce sont des dispositions, ce sont des actes qui n'ont rien à voir réellement avec la profession du journalisme. Lorsque vous faites une incitation à la haine, lorsque vous faites une incitation pour trouble d'ordre public, vous n'êtes plus dans un cadre de journaliste. Un journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il informe, il traite l'information, il s'assure que c'est une information qui est fiable, crédible, et puis après, il la montre, il la présente au grand public pour informer, pour développer, pour aider à la prise de décision, etc. etc. Ça n'a rien à voir avec l'incitation contre l'intégrité territoriale, par exemple. On n'est plus dans le cas d'un journaliste. Désolé. Donc, pour la cohésion des textes, il faut faire migrer les textes de l'ordre pénal vers le code pénal. Et ça, c'est l'expérience même. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, c'est les dispositions de l'article 491 et 492, 493 du code pénal espagnol. Parce que lorsqu'on était en train de préparer le texte, on a fait pas mal de benchmarking. Sur ce volet-là, c'était l'expérience qui était réussie au sein du Royaume espagnol. Comme on a fait beaucoup d'autres benchmarks pour les Pays-Bas, pour la partie conseil des journalistes, comme la partie française pour l'indemnisation contre les injures, comme la partie benchmark avec le Royaume belge pour la partie dommages et intérêts. Et je pense que tout ce qui a été fait, c'est avec la bonne foi. Je vais revenir sur l'article 90. C'est pour la première fois qu'on invoque la bonne foi au niveau du texte, avec des accommodements, avec un accompagnement. Premièrement, il faut que les éléments de l'acte lui-même soient bien précisés et bien identifiés pour qu'on puisse dire que voilà, l'acte a été fait comme ça. Puis après, faire intervenir l'expertise. L'expertise, ce n'est pas contre le professionnel, c'est avec, pour identifier précisément l'enjeu et préciser aussi le volume et du dommage. Ce n'est pas contre le journalisme, c'est pour le journalisme. Auparavant, il y avait uniquement le juge qui décidait lui-même de ce que pourrait être le dommage. S'il vous plaît. Puis après, dans toutes les interprétations qui se font au niveau des textes juridiques, vous avez les circonstances d'atténuation. Et c'est toujours interprété au profit de celui qui est soupçonné avoir fait l'acte. Si vous me permettez, on va faire d'un cas particulier de celui qui remet en cause l'intégrité territoriale ou qui manque de respect, on va faire d'un cas particulier, d'un cas presque individuel, je dirais, une règle générale qu'on applique dans un code. Donc, à la limite, il faut prévoir, c'est une gestion de risque. Vous savez, quelqu'un qui viendra faire des choses terribles, allez, on ne va pas rentrer dans le détail, des choses terribles, ben, il va aller en justice, il va être jugé, et tout le monde reconnaîtra ça, parce qu'après tout, il l'aura quelque part cherché. Le problème qui se pose est un problème de justice. Avec tout le respect qu'on peut avoir à la justice, pour la justice, les juges ne sont pas toujours au fait de la profession. Ils ne savent pas, souvent, je le sais d'expérience pour avoir été souvent dans des tribunaux, dans des affaires de presse, dans des journaux où j'ai travaillé, dans des périodiques où j'ai travaillé, le juge ne fait pas particulièrement forcément la différence entre une chronique, entre un reportage, entre un éditorial, entre un article, entre une brève. Et donc, ça pose ce problème. Alors, là, peut-être que la panacée serait d'instituer cette fameuse 17e chambre, comme il existe en France, bon, qui est une longue histoire, avec des juges spécialisés, avec un collège de juges spécialisés, avec peut-être 1 ou 2 journalistes élus par la profession. Alors, il est d'actualité. Je me suis renseigné, figurez-vous, et j'ai trouvé qu'à Casa, il y a des chambres qui s'occupent de ça. Mais des chambres, c'est physique, c'est matériel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un juge qui s'occupe uniquement des délits de presse. Des délits de presse qu'on peut élargir à pratiquement tous les actes de journalistes, que ce soit par des professionnels ou non. C'est un juge qui siège un lundi, par exemple, et qui mardi, mercredi, jeudi, vendredi traitera de pénal, traitera d'autres choses. Et donc il n'y a pas une véritable spécialisation. Et je ne pense pas que ce soit véritablement difficile, je pense, de créer ça une bonne fois pour toutes, d'envoyer 2, 3, 4, 5, 10 juges se former, sérieusement, revenir et traiter des affaires de presse. À ce moment-là, je crois que ce projet pourrait passer parce que toutes les peines, privatives ou pas privatives, amende ou pas amende, le et le ou, d'accord, tout ça, quand le juge
comme ça se passe dans les autres pays, quand le journaliste est devant le juge et que le juge juge, rend son jugement, tout le monde part satisfait par la décision qui est prise. J'en conviens, mais il faut faire les choses en parallèle. Alors, je vais juste aller prendre vite. un autre article pour illustrer, un autre article pour illustrer justement le type d'interprétation qu'on peut avoir, parce que c'est aussi, c'est important de savoir ce que les journalistes pourront faire finalement et où est-ce qu'on met le curseur. Je prends la pornographie. Je suis désolé, on en parle, mais c'est important. On va tous être d'accord que bon, bah, la pornographie ne doit pas être diffusée, et on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, c'est dans la définition. Et c'est ça, c'est parmi les éléments qui ont été mis en exergue par les juristes et par les fédérations et les syndicats. L'article 72 interdit la détention, la production et la diffusion de tout contenu pornographique ou pouvant inciter à la débauche, mais on ne précise jamais ce qu'on considère comme étant pornographique ou ce qui incite à la débauche. Je prends juste un exemple, un clip de Shakira ou de Beyoncé ou en petite tenue. Est-ce que c'est ou une photo de Shakira sur la une de journaux, on en a déjà vu, ou même des reportages d'investigation qui sont faits dans des milieux qui peuvent être sordides et qui sont des faits de société, que ce soit la prostitution ou ailleurs. Est-ce que ça va être considéré comme des contenus pornographiques ou incitants à la débauche? Est-ce que là aussi, on n'a pas besoin de clarification? Et je pense qu'on n'a pas besoin, sur le texte, on n'a pas besoin de plus de clarification. Parce que sur ce volet-là, l'interprétation elle est suffisamment mature au niveau de la profession, au niveau juridique et tout ça. Moi, je peux faire la différence entre deux supports, l'un qui fait l'incitation et l'autre qui fait une investigation sur ces milieux-là. Le premier, il sait montrer des photos qui n'ont rien à voir avec l'incitation, sans montrer des actes, etc., etc. On en a sur pas mal de supports qui n'ont jamais été ni interdits, ni prohibés. Pour les autres cas que vous voulez avoir plus de clarification autour de ça, c'est une incitation directe qui montre un certain nombre d'actes qui incitent les gens. Et surtout, là, le problème, pas pour les gens majeurs. Le problème, c'est pour les mineurs, qu'on a l'obligation de les protéger. Mais alors c'est qu'on a trop de pudeur pour écrire ça dans un texte de loi? Non, pas tellement. Non. La loi est pudique. Non, je pose la question, Mohamed On laisse Zouar. en fait à l'interprétation au juge. Alors si on tombe sur un juge qui est compréhensif et qui va effectivement comprendre, comme vous l'avez souligné, que c'est un reportage sur les milieux de la prostitution et donc il fallait effectivement montrer certains éléments, bien évidemment sans aller vers des photos ou des vidéos pornographiques, faire attention, flouter bien sûr quand il le faut. Donc là il va le comprendre, mais peut-être que certains juges malheureusement vont l'interpréter d'une autre façon. Et effectivement, c'est là où le bas blesse, c'est que on laisse finalement à la discrétion du juge certains éléments. On pourrait être effectivement plus précis, même si pour le coup pornographie, enfin moi en tout cas je le comprends assez Vous voulez que je vous donne la définition du petit Larousse? Non mais c'est vrai. Présence de détails obscènes dans certaines œuvres littéraires ou artistiques. Mais c'est ça, l'obscène. Non mais alors attendez, et quand on définit, non mais c'est quoi l'obscénité? Il l'a pas cité, lui. Il l'a pas cité. Pourquoi vous demandez au texte au Maroc pour citer explicitement? Non, mais alors l'obscénité. Non mais attendez, l'obscénité, je vais vous la définir. Action, parole, image qui blesse la pudeur. C'est ça, c'est à ça que je voulais arriver. Alors la pudeur est relative. Voilà. Comme on l'a vu avec la pudeur ou la morale. Avec Mawazine par exemple, où le ministre était choqué par des images d'une danseuse qui était effectivement légèrement vêtue. D'autres disent que bon, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu de justice, mais on voyait que déjà la niveau d'interprétation avait non, parce qu'il y avait des scènes qui incitaient à des actes pareils de façon sémantique. Lorsque vous faites des couleurs précises, lorsque vous faites des positions précises, vous incitez à des choses. Il fallait condamner la chanteuse. Alors. Je suis gêné par ce terme de inciter. Le fait de voir quelque chose, par exemple Jennifer Lopez, puisque c'est d'elle dont tu parles, a eu une scène un peu particulière, un peu osée. Ce n'est pas de l'incitation. On peut considérer que c'est obscène, que c'est de l'érotisme, pas de la pornographie, parce que la pornographie, ça a une autre définition plus précise. Mais de là, même à passer quelque chose de pornographique ne veut pas dire inciter. Donc on ne va pas inciter. On n'incite pas. On montre des choses
que le jeune public ne doit pas regarder et qui est réglementé dans le monde entier, on est tout à fait d'accord. De là à dire inciter, alors il y a ce côté, c'est peut-être une transition vers le reste, il y a aussi ce côté excusez-moi, le côté de protection, de surprotection du jeune public. Il faudrait quand même qu'on admette qu'on est en 2016, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au-delà de nos lois, au-delà de tout contrôle. Au-delà de tout contrôle, et qu'au lieu de protéger, il faudrait peut-être sensibiliser, responsabiliser, expliquer, ouvrir des dialogues, mais pas protéger. Parce qu'on veut protéger un enfant de pas faire exactement on va devoir finir. Mohamed Zouark, vraiment très rapidement, quelques secondes. Par rapport à la logique et à la philosophie de ce texte, vous avez parlé de la gestion du risque, et c'est ça peut-être un petit peu le problème. On sait qu'on a une épée de Damoclès. Avec cet article sur la pornographie, j'ai pas forcément grand-chose à dire, sauf que le problème, c'est qu'effectivement, quand il y a un juge et l'interprétation du juge, ça peut poser problème. La pornographie peut amener un juge à condamner un site en fonction de son interprétation, comme on le disait. Alors, je suis désolé, on déborde et je dois rendre l'antenne. Faudra que vous reveniez encore. Je dis ça souvent ces derniers temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres articles qui méritent débat. Excellente soirée, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée, la rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route et on se retrouve demain.